Effectivement, le choix du développement en B2B ou en B2C peut être cornélien pour certaines startups. Créer de la valeur pérenne et mesurable avec un grand groupe, parce que ça n'est pas en effet chose aisée lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Découvrons les clés pour réussir donc à créer un climat de confiance entre ces deux mondes qui ne parlent pas toujours le même langage. Deux invités avec nous aujourd'hui. D'abord en plateau, Arbia Smithy. Bonjour Arbia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, fondatrice de la société Rosalie, spécialisée dans la gestion des acomptes sur salaire pour le compte des grandes et petites entreprises. Vous en reparlerez dans un instant. Et puis en duplex avec nous, Paul Janest. Bonjour Paul. Bonjour à tous les deux. Vous entendez bien, bonjour. Fondateur de Raise Lab, vous êtes spécialisé dans la création de valeur entre les grands groupes et les startups. On en parle dans un instant également. Alors, on va commencer par vous, tiens Paul. Allons-y. Vous désignez comme le premier acteur français dédié à l'open innovation. C'est ainsi que vous vous présentez sur votre site. C'est tout à fait ça. Effectivement, on a créé Raise Lab, qui est une joint venture de deux groupes que sont les groupes Raise et School Lab, tous les deux des poids lourds de la French Tech. Et Raise Lab a effectivement qu'une seule mission, c'est celle d'améliorer l'efficacité des relations entre grandes et jeunes entreprises, parce qu'on considère que ce sujet en tant que tel est suffisamment important et porteur pour y adresser une activité entière. Et pour y répondre à cette mission, on a deux métiers. Un qui est de l'accompagnement. Donc, on accompagne les grandes entreprises, les grandes organisations et les ETI à mieux appréhender la question startup. Donc, d'un côté, à les aider à structurer leur organisation pour qu'elle soit plus efficace sur ce sujet et à opérer les projets, à créer les produits et les services avec eux qui sont issus des partenariats avec les startups. Donc ça, c'est une activité d'accompagnement. Et l'autre activité, c'est un lieu, un écosystème qu'on a créé pour l'instant à Paris, qui fait 2500 mètres carrés à côté de la place de la République et qui abrite à l'année des équipes de grands groupes, des équipes de startups, des associations, de manière permanente en résidence et de manière ponctuelle lors d'événements. Tout ça pour créer une espèce d'énergie autour de l'open innovation qui vise à créer des opportunités business entre tous ces mondes. Tout secteur, Paul? Tout secteur. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs un peu plus importants que les autres qui ressortent dans votre activité? Alors, il y en a trop. Trois? Il y en a trois. Ouais. Secteurs qu'on adresse plus que d'autres. Il y a banque, finance, assurance, énergie, environnement et cosmétique et luxe, qui sont les trois secteurs sur lesquels en ce moment on a le plus pénétré le marché. Merci Arbia. Vous nous présentez Rosalie. Oui, avec plaisir. Donc, Rosalie, c'est une fintech à impact social que j'ai créée fin 2019, qui permet d'aider en fait les entreprises d'apporter du bien-être financier pour leurs salariés. Grâce Bien-être salarié. Absolument, Ah ouais. oui, Comment ça marche? Racontez-nous. grâce à un dispositif en fait de paye à la demande et d'éducation financière. Donc concrètement, c'est une application mobile que vous pouvez trouver sur iOS, Android ou une web app qui permet aux salariés de voir sa paye en temps réel tous les jours et de demander en fait une partie de son salaire gagné quand il veut, quand il a un imprévu dans le mois, pour éviter justement de recourir systématiquement aux découvertes bancaires, les prêts à la consommation qui rentrent aujourd'hui 50% de la population dans de l'endettement. Et nous, justement, on vend ça plutôt aux entreprises comme un perk ou comme un avantage salarial pour apporter du bien-être financier pour leurs salariés en leur enlevant du stress financier et donc améliorer leur image de marque, renforcer leur politique sociale, améliorer l'engagement de leurs salariés. Et par la même occasion, il faut savoir que l'acompte sur salaire est une obligation légale en Europe, oui, et surtout en France. Et donc, on enlève en fait une complexité administrative aux entreprises dans la gestion des acomptes qui aujourd'hui sont gérés totalement manuellement et tout ça de manière totalement indolore sur leur trésorerie parce que c'est Rosalie qui avance toute la trésorerie pendant le mois. Donc c'est pour ça en fait qu'on est une fintech, donc on est une fintech, une HR tech qui justement essaie de démocratiser en fait cette paie à la demande et aider les gens à être payés quand ils veulent dans le mois, tous les jours, chaque semaine, chaque quinzaine, au lieu d'attendre du 30 au 30 comme ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc vos clients sont plutôt les grands groupes? Franchement, non. On a PME, des TPE, TI. des PME, des ETI et de très grands groupes. Donc, on couvre de tout. C'est vrai qu'on s'adresse en fait à toute typologie de secteurs, mais surtout les secteurs où il y a en fait des cols bleus, parce qu'on veut vraiment aider les gens en fait à bas revenus. Donc, dans tout ce qui est industriel, retail, alimentaire, transport, logistique, intérim, service à la personne, santé. C'est plus que 70% de la population. En fait. Vous êtes passé par Paul et Raise Lab pour Pas vous encore. rapprocher des grands groupes? Pas encore. Pas encore, mais Ça sera après. on verra l'occasion d'en parler.
Aujourd'hui, les grands groupes, oui, c'est combien à peu près de pourcentage de vos clients Arbia Aujourd'hui, c'est 50% de 50% nos quand clients. même. Et après, on essaie quand même de faire du volume avec surtout les PME, les ETI, parce que c'est démocratisé et c'est un concept qui cartonne déjà en fait, dans pas mal de pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique du Sud. On est les premiers justement à adapter ce modèle-là en Europe. Et on se dit, bah, il y a plein de choses à faire et il y a toute une population justement à leur apporter une alternative plus saine, responsable, que justement les produits financiers bancaires qui sont aujourd'hui très chers. Avant de rentrer dans les détails, peut-être des questions assez générales, Paul. Qui finalement fait le plus de pas vers l'autre dans une... Est-ce que c'est plutôt la start-up ou c'est plutôt le grand groupe? Bah, en général, je pense que la startup est plus pushy au début, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre pour qu'il y ait les bonnes personnes des deux côtés de la table qui puissent réfléchir au projet qui puissent être menés ensemble, quoi. C'est Et ça qui les est efforts ne important. sont pas les mêmes en revanche. La nature des efforts à faire Bah, pour se ça dépend. rapprocher, non? Non, non, c'est vraiment, chaque projet est différent. C'est très intuitu personae, donc ça dépend de l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous côté corporate. Est-ce que c'est le fondateur de la startup qui va traiter avec vous ou est-ce que c'est des opérationnels? Donc c'est à la fois un sujet de personne, c'est un sujet de gestion de projet et il faut que les efforts soient faits des deux côtés pour que ça puisse fonctionner. Je parle d'efforts, d'ailleurs, le terme n'est peut-être pas forcément très positif, Arbia, mais vous avez l'impression d'avoir eu à faire des efforts pour aller chercher les grands groupes ou pas du tout? Oui, quand même? Ah, complètement. Un peu, ouais. Je dirais même c'est un parcours du combattant en Ah fait, ouais? de travailler Plus avec qu'avec les une grands PME, groupes. ETI? Ah oui, Bien sûr. complètement, parce qu'avec les PME et les ETI, on peut simplement en fait parler avec, on va dire, le CEO, le Eh oui, manager, bien sûr. et donc c'est réglé. En fait, Mm. s'il est d'accord, s'il voit en fait un intérêt de travailler, le process ensuite en fait devient très rapide. Alors que dans le Alors grand groupe, vous avez le CEO qui dit OK, c'est super, on va travailler c'est ensemble, ça. allez voir mon directeur opérationnel. Exactement. Et donc là, ça passe par plusieurs interlocuteurs. Plus il y a des interlocuteurs, plus autour de la table, plus en fait le process est compliqué et ça prend du temps, quoi. Donc il y a une dichotomie finalement, Paul, entre la vision du dirigeant et les directeurs opérationnels? Bah, en fait, je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux pour que les projets fonctionnent bien. Le premier est assez macro, c'est-à-dire, et Arbia l'a évoqué, qu'il faut un sponsorship qui soit très haut. Eh oui. Il faut également que l'innovation soit proche de la stratégie, c'est-à-dire que celui qui va, le directeur innovation OpenInno, qui va aller chercher des partenaires, qu'il travaille sur un sujet qui a été validé par la stratégie du groupe et qui est dans le plan de l'entreprise, parce que sinon il va travailler dans son coin, il ne va pas être soutenu, donc il n'aura pas les budgets, il n'aura pas les ressources. Donc ça, c'est vraiment au niveau macro, c'est vraiment un élément qui est fondamental et heureusement, on le voit de plus en plus. Et côté micro, entre guillemets, c'est vraiment la capacité de faire de la gestion de projet d'open innovation, c'est-à-dire avoir des équipes disponibles, des ressources allouées côté grand groupe avec à la fois des chefs de projet, à la fois des experts qui sont en capacité de connaître les méthodologies et les différentes étapes d'un projet d'open innovation. Et ensuite, effectivement, la capacité de faciliter ces échanges, d'équilibrer les négociations quand on parle de sujets contractuels, quand on parle de sujets d'IP, quand on parle de sujets d'IT aussi. Donc voilà, donc nous, c'est sur ces deux sujets-là macro, donc à la fois la gestion de projet, open innovation et la facilitation des échanges, que nous, on intervient le plus souvent parce que c'est des éléments qui sont fondamentaux. Arbia, comment vous avez trouvé les bons sponsors dans chaque entreprise, effectivement? Alors, Vous avez des trucs? complètement. Enfin, on essaye de se concentrer sur trouver le bon contact, ce que j'appelle moi le champion. Le champion en fait, qui croit énormément en fait, à ce qu'on fait et qui va tout faire pour fédérer en fait, les bonnes personnes autour de la table. Ça, c'est très important. En fait. Si on n'a pas identifié cette personne, on sait que c'est perdu d'avance. Et ensuite, j'essaie toujours d'avoir une double entrée. Dans une entreprise, c'est-à-dire du top-down et ce que j'appelle du bottom-up. Donc d'un côté, il faut vraiment convaincre en haut de manière stratégique en fait, pour justement qu'ils voient l'intérêt de travailler et donc bypasser un peu des étapes qui vont prendre beaucoup de temps. Et de l'autre côté, en fait, j'essaie d'avoir une sorte de sponsorship par le bas, c'est-à-dire pas forcément que par les opérationnels. Dans mon cas, même les salariés, même de l'entreprise, si en fait ils croient à ce qu'on leur apporte, parce que c'est le cas avec le concept de Rosalie,
Rosalie, c'est à eux aussi en fait d'être un peu les ambassadeurs et d'en parler. Et il n'y a pas plus fort justement qu'une double entrée des deux côtés avec plusieurs interlocuteurs. Comment vous arrivez à entrer en contact en haut justement? Alors, là, il y a beaucoup soit le réseau, des bonnes intros. Donc, j'essaie d'avoir des bonnes introductions en fait à la bonne personne par quelqu'un. Donc, j'appelle ça une introduction chaude. Donc, il faut vraiment que ça soit assez personnel. Le networking aussi. On a quand même un écosystème où on peut networker énormément et donc on peut se retrouver fondateur d'une petite start-up à côté justement d'un PDG aujourd'hui, d'un grand groupe. Ça peut arriver dans les événements de l'écosystème, ce qui n'était pas le cas en fait il y a quelques années. C'est plus en tout cas comme avant, on prend plus le téléphone pour faire un cold calling ou cold mailing pour avoir en fait le DG d'une entreprise. Ça marche pas ça. Est-ce qu'on n'a pas trop tendance finalement, Paul, à réduire en fait cette question start-up, relation start-up grand groupe à juste une question finalement de temps? On a dit tout à l'heure, effectivement, les start-up sont pressées. Effectivement, parfois, elles ont 6 mois pour s'en sortir. Il faut rapidement trouver des nouveaux clients. Et puis le grand groupe qui prend son temps. Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à réduire à ça? C'est effectivement un argument qu'on entend à chaque fois, qu'on voit dans toutes les études sur le sujet. Il faut essayer de dépasser un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que à la fois la startup comprenne que le corpo peut pas aller aussi vite et que dans le grand groupe, on puisse former les collaborateurs, on puisse leur donner des outils pour être, entre guillemets, plus rapide, plus efficace, pour que justement ce type de projets, qui sont des projets particuliers, puissent aboutir plus facilement et puissent apporter de la valeur des deux côtés. Parce qu'en fait, le seul sujet, la seule forme d'interaction efficace entre un grand groupe et une startup, c'est le projet. C'est le fait de vouloir apporter pour la startup du chiffre d'affaires, et c'est ce dont elle a besoin. Pour le corpo, c'est d'accompagner sa transformation, donc soit en optimisant les process internes, comme avec une solution comme Rosalie, ou en faisant du business, ou en créant des nouveaux produits et des services. Mais tout autre type de relation entre un grand groupe et une startup n'est que nice to have, que ce soit des hackathons, que ce soit de l'accélération de startup ou d'aider une startup à grandir. C'est pas forcément le rôle d'un grand groupe. Enfin, voilà, ce qui compte, c'est le projet. Ensemble, on va faire du business. Ça va m'aider, moi, grand groupe, et ça va aider la startup à grandir. Et ça va surtout lui apporter du chiffre d'affaires, ce qui va contribuer à pérenniser son modèle. Et notamment en ce moment, avec tous les sujets de levée de fonds qu'on voit et de valorisation, c'est bien de parler de génération de chiffre d'affaires aussi. Est-ce que justement les grands groupes peuvent accompagner les difficultés financières d'une start-up? Ils le peuvent, et notamment beaucoup, et on l'a vu pendant le Covid, par exemple, on fait des avances à des startups sur des contrats qui étaient signés. Ils peuvent évidemment investir dans la startup, mais si elle est en difficulté financière, on va pas forcément avoir envie d'investir dedans. Donc, il faut trouver aussi les bons rapports. Non, c'est surtout dans la relation client-fournisseur où moi, je pense, et je serais ravi d'avoir l'avis d'Abria là-dessus, il y a des efforts à faire, à la fois dans la dimension de négociation, dans la dimension de délai de paiement, les acomptes. Ça, je pense que la trésorerie de nos startups n'est pas toujours aussi importante que celle de fournisseurs classiques. Donc là-dessus, il y a un vrai progrès à faire. Ah bien. Oui, complètement, je suis d'accord. Il y a beaucoup de startups et même de petites entreprises qui sont mortes juste parce que les grands groupes ne respectaient pas en fait les délais de paiement et ils ne comprennent pas en fait que la trésorerie d'une petite entreprise tient justement à cet argent en payant les factures. Donc nous, en tant que FinTech, on essaie quand même aujourd'hui d'imposer des prélèvements automatiques, d'imposer des choses en fait que les grands groupes ne voyaient pas avant. Mais je pense qu'ils sont en train de bien de se démocratiser. Ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a un rôle aussi pour les CVC pour faciliter ces relations? Vous avez, vous, dans vos capitales des... Non, justement, on a refusé. Vous avez on a eu en fait beaucoup de demandes par les CVC. Mais par contre, oui, je trouve qu'ils facilitent l'échange parce qu'on a eu pas mal en fait d'introductions auprès des bonnes personnes du COMEX de grands groupes grâce justement à une personne en fait du côté du Ventures ou du CVC en tout cas. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est des gens qui sont au COMEX et qui sont, qui peuvent fédérer en fait des personnes dans le grand groupe tout en étant un peu externalisés en quelque sorte. Donc, je trouve que c'est une bonne entrée justement. Paul, sur ce sujet des CVC? Je vois deux choses. Le premier point, c'est que c'est parfois difficile pour une startup d'accepter d'avoir un CVC à son capital parce que il pourrait penser, c'est pas toujours le cas, mais que ce serait compliqué pour lui d'aller chasser d'autres grands groupes du même secteur. Oui, bien sûr. Si vous avez la SOG à votre capital, c'est pas forcément facile d'avoir la BNP comme client.
Alors, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste aussi dans l'imaginaire comme ça. Deuxièmement, les investisseurs classiques, les VC traditionnels, ne sont pas fans d'avoir à côté d'eux, autour de table, du CVC, le Corporate Venture, parce que ce n'est pas les mêmes temporalités qu'on va aller chercher, puisque les investisseurs institutionnels ont des fonds qui ont des durées limitées, là où le CVC est souvent ce qu'on appelle evergreen, donc il n'y a pas de durée de vie limitée, donc on ne va pas regarder les mêmes échéances. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, ce qui est très compliqué, et ce sur quoi nous, on travaille beaucoup chez RaiseLab, c'est de créer du lien entre le portefeuille du CVC et les métiers du groupe, pour justement faire en sorte qu'il y ait des interactions opérationnelles et des collaborations réussies entre le portefeuille et les métiers. Et en fait, trop souvent, le rationnel de l'investissement, donc la raison pour laquelle le CVC investit dans une startup, dans une optique d'un projet ou d'un partenariat, quand on regarde 18 mois, 2 ans après le deal, souvent il ne s'est pas passé grand-chose. Même parfois, les BU ont travaillé avec des startups concurrentes sur des sujets, sur des sujets identiques, ou parfois c'est plus dans la roadmap de la BU en question. Donc en fait, c'est très compliqué de créer un lien entre le portefeuille et les métiers. Est-ce qu'il n'est pas indispensable finalement pour les startups d'avoir des ressources issues de grands groupes pour savoir parler le même langage? Arbia, c'est votre cas ou pas? Vous en avez? C'est difficile, c'est vrai Ouais. que j'en sens pas le besoin pour l'instant. Je préfère vraiment me concentrer sur un recrutement plutôt de gens avec un mindset start-up plutôt qu'un mindset grand groupe. Mais ça va venir. Moi, je trouve qu'en fait, il y a certainement des choses en fait à faire des deux côtés. Il y a une grosse ouverture aujourd'hui, une grande ouverture en tout cas de la part des collaborateurs, donc grands groupes, vers justement ce monde de start-up. Donc il n'y a plus vraiment cette dichotomie et ce Chinese wall en fait qu'on voyait avant. Enfin, l'écosystème s'est complètement transformé ces 2 dernières années, parce que je parle vraiment d'un passé très récent. Donc oui, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment une bonne idée. Ça permettrait vraiment d'accélérer les process que je trouve encore très lourds malheureusement pour justement arriver à finaliser un contrat avec un grand groupe, alors que ça ne devrait pas. Paul, vous voyez ça un peu ou pas, des startups qui font venir effectivement dans leur Alors, des personnes issues de grands groupes pour parler non, le même mais langage? Non? je pense qu'il faut par exemple des business développeurs qui connaissent les grands groupes Ouais. pour pouvoir, Mm. mieux interagir avec eux, mais pas Mm. forcément qu'ils viennent des grands groupes. Mm. Et on a aussi beaucoup vu une période qu'on voit moins où des startups levant pas mal de fonds, se faisant entourer dans leur comex un peu d'anciens VP de grands groupes. Et en fait, ça marche pas trop parce que ces gens-là ont quitté l'opérationnel souvent depuis longtemps, sont des managers, et donc du coup, retrouver la réalité de la startup est très compliqué. J'ai vu beaucoup d'exemples d'entrepreneurs déçus de recrutement de managers de grands groupes parce qu'ils avaient perdu un peu le côté opérationnel, et une startup pendant X années, c'est les mains dans le cambouis. Donc, c'est pas facile. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien connaître les grands groupes pour bien leur vendre des produits, quoi. On est plutôt en pointe ou pas en France, Paul, sur cette collaboration start-up grand groupe, ou au contraire très à la traîne? Je pense qu'on est plutôt très bon par rapport à d'autres. On est Ouais. encore pas du tout assez. On va pas assez loin, mais tous les ans, on organise avec Bain, David avec Goliath, qui est une étude assez approfondie, poussée, qu'on fait en interrogeant des centaines d'entrepreneurs, des collaborateurs de grands groupes. Les experts de Bain analysent quantitativement, qualitativement un certain nombre de choses, avec notamment un benchmark européen et parfois US. Et en Europe, je crois qu'au même titre que l'écosystème French Tech est en train de devenir le plus puissant et le plus abouti, je pense que sur le sujet de la collaboration grand groupe startup en Europe, on est plutôt très bon, même si une fois de plus, dans la dimension impact des projets, il y a encore beaucoup de travail, mais il reste quand même un écart, mais c'est pareil avec les sujets d'investissement avec les États-Unis, quoi, qui est un écosystème beaucoup plus mature en règle générale. Il nous reste 2 minutes, juste votre actualité, vos actualités, à l'un et à l'autre. On commence avec Arbia. Quels sont vos objectifs, votre ambition là, dans les 2-3 ans qui viennent? Complètement démocratiser la paix à la demande dans toute l'Europe. Donc, on a commencé par la France parce qu'on estime que c'est un super noyau, en tout cas un bon début pour aller vers l'Europe. Et on commence international à partir de début de l'année prochaine. Commencez par quoi? Par où? L'Espagne. L'Espagne, L'Espagne qui est assez mature aussi sur la compte sur salaire. L'Italie aussi, qui sont des marchés très similaires.
Et après, en fait, nous, là, maintenant, surtout, on est en train de passer de juste la paye à la demande, qui est en fait notre fonctionnalité principale, qui est complètement innovante, vers de l'éducation financière. Donc, on vient de sortir énormément de fonctionnalités, justement, hier. Un bouclier anti-découvert qui permet aux gens d'être, en fait, notifiés à l'avance, donc prédire quand est-ce qu'ils vont tomber dans le découvert et leur pousser un acompte sur salaire qui leur coûte rien pour justement qu'ils restent dans le positif. De l'éducation avec du contenu, en fait, du contenu qu'on a vraiment travaillé pour que ça soit le plus vulgarisé possible et compréhensible par tout le monde. Et ensuite, la mise en relation avec des assistantes sociales, parce que je crois vraiment au meilleur de l'humain avec le meilleur de la tech, pour justement aider ces personnes-là vraiment dans une situation de fragilité. Et ensuite, quand on leur montre qu'ils peuvent être dans le positif chaque mois, on peut en fait les inciter à épargner, parce que c'est ça notre objectif, épargner directement de leur salaire, une partie pour justement les études de leurs enfants ou n'importe quel projet. Donc vraiment, on va vraiment vers une vision pour devenir la banque éthique peut-être de demain pour les salariés. De l'épargne avec vos propres produits? Absolument, c'est vraiment nos propres produits à nous, parce qu'on veut justement proposer quelque chose de différent, tout en proposant les mêmes produits financiers qu'on peut trouver avec une banque, mais gratuitement pour les gens, parce qu'il y a des business models différents où on peut montrer à l'entreprise qu'elle a une responsabilité en fait là-dedans et qu'elle pourrait avoir un super ROI en justement proposant ce genre de service et en actant comme un garant en fait pour aider leurs collaborateurs. C'est notre ambition. Paul, actualité chez vous? Nous, on est quand même une jeune boîte sur un marché qui n'est pas du tout mature. Donc, premièrement, notre objectif, c'est vraiment de devenir incontournable en tant que tiers de confiance dans les relations entre grandes et jeunes organisations. Et ensuite, de commencer à avoir un peu de recul sur les projets qu'on a accompagnés, la valeur qu'ils ont réussi à gérer dans le temps, parce qu'effectivement, c'est toujours ça qui est compliqué, c'est l'analyse des bonnes métriques de ces projets. Est-ce qu'on a réussi à générer le chiffre d'affaires voulu? Est-ce que, voilà, donc tout ça, ça va être vraiment prendre un peu de recul sur ce marché qui est très naissant. Et si on peut prouver que ça apporte de la valeur d'aider ces projets, tant mieux. Et le deuxième sujet, on n'en a pas vraiment parlé là, mais il s'avère que 50% des projets qu'on accompagne ont un fort tropisme impact. Et en fait, les startups ont vraiment cette capacité à aider les corpos à être Oui, plus green bien sur sûr. certains sujets. On travaille avec L'Oréal, par exemple, on les aide à intégrer les technos dans certaines de leurs crèmes qui ont des composantes un peu plus green. On a aidé la SNCF aussi sur un certain nombre de sujets comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on n'avait pas marketé RaiseLab de la sorte, mais en fait, au moins la moitié de nos projets ont cet axe-là et c'est vraiment intéressant. Et en fait, il faut évidemment accentuer ça. Donc Merci voilà un beaucoup. petit peu, Merci à tous les pour deux. Merci Paul et Arbia. Merci infiniment d'être venus et d'être intervenus aujourd'hui. Je vous propose maintenant de retrouver en image l'intervention d'Emmanuelle Baralis. Elle est en charge des opérations européennes chez Lemonade, après l'Allemagne et les Pays-Bas. Cette jeune pousse américaine, elle n'a que 6 ans. Je ne parle pas d'Emmanuelle, mais de Lemonade évidemment. Elle a lancé fin 2020 son assurance habitation digitale et sans engagement en France. Alors s'attaquer à l'un des marchés les plus régulés au monde ressemble évidemment à un véritable défi lorsqu'on est une insurtech étrangère. Découvrons ce qui se cache derrière le phénomène Lemonade et son ambition sur le marché français.